Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Kinshasa Direct. Je suis Christopher Ochokoum et j'espère que vous avez passé une belle journée. Si ce n'est pas le cas, dans ce numéro de Kinshasa Direct, on va essayer de réfléchir ensemble avec vous, comme une des dernières activités, peut-être de la soirée. On va parler des problèmes ou des solutions, comme ça dépendra de comment vous aborderez la situation d'où vous nous suivez. Ce sera d'abord le cas pour la nationalité congolaise et le concept congolité abordé à tort et à travers en ce moment où le débat est vraiment ouvert au niveau de l'Assemblée nationale et même dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Est-ce que nous faisons bien? On réfléchira avec le professeur. Il insiste, il dit qu'il faut respecter les grades, donc je le présenterai comme enseignant, Monsieur Olivier Sambaï. Il est également coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique. Avec lui, on va parler de comment la population aborde ou devrait aborder cette question ô combien capitale pour l'avenir du pays. Ensuite, nous serons avec Monsieur André Famba. Lui, il est coordonnateur de Asso Fachi au niveau de la ville de Lubumbashi. On discutera avec lui de l'actualité dans la province cuprifère du Haut-Katanga notamment, marquée par des situations d'insécurité. Il séjourne à Kinshasa où il a pris part à la sortie officielle de l'Union Sacrée au niveau du Stade de Martyrs et il nous parlera justement de cette plateforme politique et électorale. Mais bien avant, sur Télé 50, la priorité ce sont les informations et juste à ma gauche, probablement à votre droite à la maison, je vais rejoindre Moïse Chamala pour la minute de l'information, que dis-je, les grandes lignes de l'actualité de 19h. Bonsoir Moïse. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Alerte, l'histoire risque de se répéter. Un mauvais vote au Parlement peut occasionner un fâcheux précédent. Il y a exactement 28 ans aujourd'hui, les parlements zaïrois avaient adopté une série de mesures sur la nationalité ayant frustré une partie de la communauté congolaise. Cet événement a lancé les déclins du régime du président Mobutu. Et puis l'association des jeunes des Kabea-Kamwanga, AJIKA en sigle, a bénéficié ce mardi 2 mai d'une audience sur les patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Au menu des échanges, les développements du territoire des Kabea-Kamwanga et l'épanouissement de la jeunesse du Kasaï oriental. Et puis en Afrique, le ministre d'État ougandais du Travail, de l'Emploi et des Relations industrielles, le colonel retraité Charles Okello, a été abattu ce mardi 2 mai par son garde du corps à son domicile de Kianja, dans la banlieue de Kampala, selon certaines informations. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais pour l'instant, Kinshasa Direct se poursuit de l'autre côté avec Christopher Ochokoum. L'actualité reste en continu. Voilà, on va commencer ce premier dossier du soir que j'ai annoncé tout à l'heure avec Monsieur Olivier Sambaï, coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique. Monsieur Olivier Sambaï m'a rejoint sur ce plateau. Je l'ai présenté tout à l'heure comme enseignant, mais également coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, vous avez, tout comme moi, qui ai vu plusieurs personnes se succéder sur ce fauteuil, notamment discuter de cette proposition de loi dite Tiani, portant modification de conditions d'accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo, se basant sur un point de vue de nationalité. Justement, quel est d'abord, d'entrée des jeux, votre avis personnel sur le sujet? Bon, l'avis peut être personnel, tout le monde est en droit et en liberté d'émettre des avis là-dessus. J'aimerais rester le plus objectif possible, sans parti pris, sans passion, et avec une analyse approfondie et de façon très claire et objective.
peut-être avec une dose de philosophie, pour que l'on puisse comprendre exactement la quintessence de cette loi ainsi que son opportunité. La loi en soi n'est pas mauvaise. C'est une très bonne proposition qui puisse renforcer la gestion de la chose publique et accorder beaucoup plus de souveraineté dans la gestion de la chose publique. Mais au regard de certains préalables qui devraient être remplis, la loi paraît être proposée dans une période très cruciale, ce qui ferait peut-être que sa promulgation et son adoption pourraient embraser les pays. Je tire sonnette d'alarme en tant que penseur, en tant que philosophe, sur cette loi par rapport à sa présentation à deux volets. Parce que beaucoup peut-être sont en train de réfléchir sur cette loi sans peut-être l'avoir lu. La loi a deux facettes. La première facette, telle qu'elle est proposée, c'est la suppression du principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, suivant la Constitution, dans son article 10, est irrévocable. Donc, c'est-à-dire, si vous changez de nationalité, vous acquérez une autre nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Mm-hmm. Ça, c'est le principe tel qu'est dicté à l'article 10 de la Constitution. Suivant la loi organique, publiée en 2004, le 12 novembre, qui définit les conditions d'acquisition, des pertes ainsi que d'obtention de la nationalité congolaise, nous parlons là des principes d'irrévocabilité qui est aussi brossé, qui dit expressément que lorsque vous changez de nationalité, vous acquérez une autre nationalité, vous ne pouvez pas vous considérer comme étant congolais. Automatiquement, vous devenez comme une sorte d'étranger. Mais la proposition de cette loi des congolité proposée par M. Noël Tchani, parce que la loi porte aussi son nom, suivant la proposition qu'il a émise, voudrait que lorsque vous perdez la nationalité, qu'on puisse supprimer ces principes d'irrévocabilité, que vous ayez aussi la possibilité de rester congolais et que vous allez perdre cette nationalité si et seulement si vous déclarez expressément. Et voilà, là, la grande question se présente. Je ne déclare pas expressément que j'ai acquis une autre nationalité, c'est-à-dire j'ai la double nationalité. La loi telle que proposée ne mentionne nulle part les droits auxquels peut accéder ce Congolais qui a acquis une autre nationalité, mais qui n'a pas déclaré la non-appartenance à la nation congolaise, la déchéance de sa nationalité. Du coup, ça fait d'un Congolais à double nationalité. Et ce Congolais qui a double nationalité peut revenir au pays alors qu'il n'a pas déclaré expressément. Nous ne saurons pas qu'il a déjà acquis une autre nationalité. Il peut postuler parce qu'il est né des pères et des mères congolais. Il postule, il accède aux fonctions régaliennes, telles qu'évoquées par cette loi, je crois, l'article 24, suivant la proposition. Alors, il faut vous accéder. Mais la loi voudrait quoi? Voudrait que l'on puisse verrouiller la souveraineté de telle sorte que nous ayons la possibilité de poursuivre les personnes qui auront commis la haute trahison parce qu'ils seront nés des pères et des mères congolais et ils n'auront que les Congo comme patrie. Ils n'auront où aller et on va mettre la main sur eux. Mais je reste sur le premier volet. Alors cette personne-là qui vient, qui a déjà une autre nationalité, et lorsqu'il aura commis la haute trahison, qu'adviendrait-il? Il peut se réfugier pour dire non, moi je suis le vôtre. C'est clairement une contradiction dans la loi. Contradiction par rapport au premier aspect, à la première facette de cette loi. Mais les débats tournent autour de la deuxième facette, en tout cas née des pères et des mères, suivant les fonctions régaliennes telles qu'elles définies à l'article 26, si je ne me trompe, et l'article 24 de la loi telle qu'elle est proposée. Voilà les dangers qui se présentent par rapport à cette loi, et ça viole le principe logique des non-contradictions. Soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Mais en même temps, nous avons des Congolais qui auront double nationalité, parce qu'il est même dit dans cette proposition de loi, nous naissons Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais par rapport au droit politique,
Parce que quand on acquiert une nationalité, même par naturalisation, c'est pour bénéficier des droits politiques, des droits civiques. Mais cette loi viole les principes logiques des non-contradictions. Autre chose, et par rapport à ces deuxième facette, j'étais ici le 31 mars, j'ai tiré sonnette d'alarme avec le professeur Milala, le chef de département de philosophie de l'Université de Kinshasa. J'avais présenté le danger par rapport à une discipline scientifique que beaucoup minimisent, la psychologie. La psychologie a ceci de particulier qu'elle s'étend dans différents domaines. Il y a un autre domaine de philosophie et de psychologie qu'on appelle la psychologie sociale. La psychologie sociale est un tout petit peu synonyme à l'ethnologie. Étude des comportements des peuples, étude des comportements de la population, la psychologie sociale. Mais lorsqu'on analyse profondément, on se rend compte que socialement, la population risquerait de mal interpréter cette loi et ça pourrait renforcer le tribalisme, ça ouvrirait la brèche au régionalisme, au provincialisme, qui serait une voie royale menant vers la balkanisation de ces pays. Mais nous avons vu, pas plus tard qu'hier, les rassemblements de certains jeunes qui commencent déjà pour dire non, par exemple, à Kinshasa, ne vont diriger que les Kinois, des pères et des mères, natifs Kinois. Et ça pourrait s'étendre dans toutes les provinces. Au Bandounou, on dira par exemple, ne peut diriger ici au Bandounou que un Mukongo du Bandounou, des pères et des mères. Avec tout ce que vous avez comme intelligence et tout ce que vous pouvez avoir comme idée, si vous maîtrisez la géographie congolaise, vous concevez un plan de développement de la province du Maniema, vous allez postuler là-bas comme un député provincial. Si on ne vous connaît pas, si on ne vous a jamais vu là-bas, personne ne va vous donner son suffrage. Parce qu'on dira simplement... Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui? C'est déjà le cas. Parce que toutes les provinces sont dirigées par des, entre guillemets, originaires, peut-être partis puis revenus, mais en tout cas, ayant pour province d'origine la province gouvernée. Exactement. L'homme blanc a recouru à la logique prospective, mais de façon négative, pour nous préparer au provincialisme afin d'obtenir ce qu'il attend depuis toujours, la balkanisation. Parce que qu'est-ce qui manquerait à la Constitution de donner le pouvoir au président de la République de nommer le gouverneur comme il le fait pour les membres du gouvernement? Les gouverneurs sont élus par suffrage indirect des députés provinciaux. Les députés provinciaux sont élus au suffrage universel simplement par le suffrage exprimé par la population. Ça renforce le tribalisme par rapport au mode de gestion de la société. Ajouter cette loi sans tenir compte des préalables, de certains préalables, ça risquerait d'être ségrégationniste et d'embraser ces pays. Alors, quels sont les préalables? On peut se poser la question de savoir ce que sont les préalables. La nation congolaise n'a pas été construite logiquement. On n'a pas construit logiquement l'État congolais, la nation congolaise. Dans ce sens que les préalables à remplir pour accorder beaucoup plus d'efficacité dans cette loi Tchani, c'est quoi? Avant tout, le pays doit disposer des données démographiques. Nous n'avons pas de données démographiques. Une seule fois, on a organisé les recensements, c'est les années 1984. On n'a pas de données démographiques qui puissent permettre aujourd'hui qu'on puisse mesurer ou tester la congolité du Congolais. Qu'est-ce qui peut attester la congolité du Congolais? Nous n'avons pas de soubassement scientifique, nous n'avons pas d'outils informatiques, nous n'avons pas d'outils administratifs qui puissent permettre à ce qu'on détecte qui est congolais, qui ne l'est pas pour de vrai. Voyons par exemple, en ce qui concerne la pièce d'identité qui peut attester la congolité, c'est la fameuse carte d'électeur. Mais la carte d'électeur, comment on l'obtient? Je donne le cas, par exemple, de la loi électorale qui prévoit, en ce qui concerne l'obtention de la carte d'électeur, que la personne qui n'a pas de pièce d'identité se présente au centre avec 3 témoins. Mais si moi je suis centrafricain ou je suis camerounais, je me présenterai des 3 témoins, j'apprends seulement la culture congolaise, je m'attribue un nom, je m'attribue une province. C'est pas suffisant. Je m'attribue une localité, je m'amène avec des témoins qui déclarent que je suis congolais, je n'ai pas de pièces. On m'accorde la carte d'électeur et je pourrais même voter lors des élections. Je me fais congolais. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut tester réellement la congolité du Congolais
en ce qui concerne la gestion des données démographiques. Voilà les premiers préalables à remplir en ce qui concerne cette loi. Deuxième préalable à remplir, c'est la sensibilisation de la population. Qu'est-ce qu'on fait comme sensibilisation de la population pour que la population comprenne exactement que cette loi, c'est une loi qui renforce vraiment la souveraineté nationale en ce qui concerne la haute trahison. Mais la population n'est pas sensibilisée, n'est pas mobilisée. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont contre cette loi commencent à utiliser cette population comme tremplin pour leurs propres intérêts politiques. Et ça fait en sorte que la population va mal interpréter cette loi et va s'ouvrir à une sorte de pogrom, un soulèvement qui risquerait d'embraser ces pays et de faire en sorte que chaque citoyen, chaque population, chaque peuple puisse se calfeutrer dans sa province. Bon, pour revenir un tout petit peu sur votre position par rapport à la double nationalité, c'est vrai que vous avez soulevé un élément qui éclaire la lanterne du public. On a tous remarqué qu'il y a une contradiction évidente dans l'élaboration de la loi. Mais pour la question de la double nationalité, avant même ce phénomène loi Tiani, il y a plusieurs Congolais qui s'étaient déjà prononcés en faveur de la double nationalité, que cette incise appelant à perdre sa nationalité congolaise dès lors qu'on arrive à contracter une autre nationalité n'était pas utile dans le monde d'aujourd'hui, qui est un grand village. Les grandes nations du monde tolèrent déjà 2, 3 nationalités, y compris même dans les continents. Pensez-vous qu'il est intéressant aussi pour la République démocratique du Congo d'adopter cette même attitude? L'irrévocabilité n'est pas une mauvaise chose en soi. Je relevais juste une sorte de contradiction. À la présidente. Je relevais une sorte de contradiction dans la présentation de cette loi. En ce qui concerne l'accession à la magistrature suprême et aux fonctions régaliennes. Posons-nous seulement la question, on aura quoi comme élément pour attester que vous avez double nationalité? Parce qu'on le dit, pour perdre, il faut une déclaration expresse. Si je ne déclare pas expressément, je serai considéré comme Congolais d'origine. Et du coup, je peux accéder à la gestion de la chose publique au plus haut niveau. C'est tout ça la contradiction. Le plus important, c'est de doter les pays de préalables solides pour placer cette loi. Avant de placer cette loi, il faut un recensement de la population. On recense la population, on identifie les vrais Congolais. Autre chose, ça pourrait peut-être scandaliser beaucoup, c'est que la proposition de cette loi démontre noir sur blanc l'inexistence et l'inefficacité de l'État. Comment on peut être infiltré jusqu'à ce point? Posons-nous la question, si réellement la question c'est de l'infiltration. Qu'est-ce qui explique qu'on soit infiltré à ce point? Ça démontre noir sur blanc qu'il y a une faiblesse dans le fonctionnement de l'appareil étatique, de l'appareil de l'État depuis l'accession à l'indépendance. Parce qu'on a évoqué l'effet Bisengeman vers les années 60 et les années 70. Comment l'État était-il parvenu à être infiltré à ce point? C'est étonnant. Ça démontre noir sur blanc la faiblesse de l'organisation de la chose publique depuis la section à l'indépendance. Alors, il faut que ça nous interpelle. Avant de faire passer cette loi, qu'on remplisse d'abord les préalables. Parce que sinon, on ne saurait pas détecter qui est Congolais, qui ne l'est pas, par rapport à la réception de la population. Parce que nous parlons là, la congolité véritable levée de bouclier. Véritable levée de bouclier, mais avec la réception de cette loi par la population, ça risque d'être très, très, très dangereuse. La proposition, c'est qu'on ne fasse pas passer cette loi pendant cette année électorale. Parce que ça apparaît comme étant populiste. Elle est bien, mais déjà incomplète. Oui. Elle est inopportune par rapport... Exactement. La loi n'est pas mauvaise en soi, mais le moment choisi n'est pas idéal pour faire passer cette loi. Parce que c'est pendant la période électorale, il y a des esprits qui vont s'échauffer. Il y a des candidats qui croiront qu'ils sont ciblés. Alors que, logiquement, la teneur, l'esprit de cette loi... À votre avis, il n'y a pas urgence? Il n'y a pas urgence. Mais le pays est quand même assiégé en ce moment, avec tout ce qu'on parle. L'ennemi a peut-être activé son plan. On ne sait pas si l'ennemi fera marche arrière pour le moment. Bon, réfléchissons un peu par l'absurde. On fait passer cette loi. On parle des présidents de la République. Donc, la loi, en ce moment-là, sous-entendait que les Congolais votent par ignorance.
Mais on sait qui est candidat président de la République, qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est une question de conscience et la prise de conscience. En tant que citoyen, je dois choisir un bon dirigeant pour mon pays. Déjà, là, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, toutes les fonctions régaliennes auxquelles fait allusion cette loi, mais ce sont des fonctions nominatives, excepté les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont votés par Suffrage indirect. suffrage indirect. Vous comprenez déjà. Même les députés, les candidats députés nationaux, c'est le suffrage universel, c'est la population qui vote. Donc on fait faire apparaître la population comme n'étant pas suffisamment instruite pour identifier les candidats. Autre chose, l'autre fonctions sont des fonctions nominatives. Mais qui nomme? C'est le président de la République. Donc le président peut nommer des gens qui ne sont pas congolais, des ministres. Le président peut signer l'ordonnance nommant des généraux et nommant des chefs d'état-major, les chefs des armées, sans pour autant qu'ils puissent se renseigner vraiment s'ils sont congolais, s'ils ne le sont pas. Qui devient les services de l'État en ce moment-là? Qui devient les services de renseignement? Qui devient les services de sécurité en ce moment-là? Parce que le président est censé avoir des bonnes informations sur les bonnes personnes et des personnes dignes de confiance pour accéder à l'action de la chose publique. Et disons-le, quand le président nomme, par exemple, les généraux, il consulte qui? Mais les personnes à consulter sont sous son pouvoir, sont dans son service. Donc il va décider, on va lui faire des propositions, il peut prendre X, Y devient chef d'état-major, il nomme. Donc en ce moment-là, la loi, en ce moment, est inopportune. Il faut qu'on remplisse des préalables, entre autres, offrir à la nation congolaise les données démographiques. J'ai fait part de ces propositions ici à Télé 50 dans la thématique de la reconstruction logique de l'État. Le recensement, comment cela pourrait procurer la possibilité à la RDC de rationaliser même les dépenses publiques. Parce que lorsqu'on fait les recensements, on attribue à chaque Congolais la carte des nationalités. Ça fera en sorte que, par exemple, lors des élections, chacun utilise sa carte des nationalités qu'il aurait acquise il y a 10 ans, 8 ans, 7 ans. Voilà encore la durée qu'on devait accorder à la carte des nationalités de 10 ans après avoir fait le recensement. L'avantage serait quoi? On ne dépenserait pas 500 millions à chaque processus électoral pour organiser l'enrôlement. En 2017, c'était 500 millions. 2022-2023, combien vont-nous dépenser? Plus de 500 millions. Vous comprenez, dans un espace de 5 ans, il y a plus d'1 milliard de dollars qu'on perd simplement à cause d'enrôlement. Or, l'enrôlement là est exclusif. La personne qui est hospitalisée 6 mois durant ne se fera jamais enrôler pendant qu'on organise l'enrôlement dans son aire géographique. Voilà encore les faiblesses dans la gestion de la chose publique à partir du ministère de l'Intérieur ainsi que la CENI. Donc, l'enrôlement est plus que primordial parce que le recensement plutôt, lorsqu'on fait le recensement, on est en mesure d'épuiser les origines, les véritables origines des Congolais. Il y a lieu avec les agents de l'État qui seront commis à ces recensements. J'ai fait part de beaucoup de propositions ici déjà. On vient chez vous, on vous pose des questions, vous êtes d'où? Mais quand je viens te poser la question, je maîtrise la géographie du Congo. Je maîtrise les territoires. Quand tu me donnes, je peux détecter que tu me donnes des fausses informations. Et là, nous savons ce que nous ferons avec l'aide de l'informatique. C'est pourquoi je plaide aussi à travers mon ASBEL pour qu'il y ait une alliance entre le pouvoir politique et les savoirs scientifiques. La science de l'informatique, en ce moment-là, devait doter les pays des moyens d'avoir des logiciels, des bases de données de toute la population, de telle sorte que lorsque, avec la décentralisation, vous vous rendez dans votre territoire, dans votre municipalité, pour obtenir la carte de nationalité à validité de 10 ans, on est en mesure d'abord de vérifier dans les fichiers. Qui êtes-vous? Vous donnez votre prénom, on vérifie. Ah, exactement, vous êtes là. Et puis, on ne fait que photographier, imprimer la carte. On saura qui est congolais, qui ne l'est pas. En ce moment-là, lorsqu'on est identifié, c'est alors, qu'est-ce qu'on fait? On vote cette loi et on renforce. S'il fallait renforcer, moi je n'évoquerai que président de la République, c'est tout. Parce qu'on ne dira pas que les députés ne sont pas très instruits pour voter un président de la Chambre basse du Parlement qui ne sont pas congolais. C'est inadmissible. Donc, s'il faut faire passer cette loi, c'est une bonne chose en soi. Remplissons les préalables, recourons à la psychologie sociale, instruisons la population. Si nous allons avec la force politique qu'il faut, parce qu'on connaît avec les systèmes politiques, il y a risque qu'on embrase ces pays. La mauvaise réception de la population
qui risquerait de verser dans les provincialismes, Comme vous l'avez dit tout à l'heure. renforcer le tribalisme et conduire à la ségrégation et peut-être à la sécession. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Sambaï. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa, justement, faculté de psychologie. Alors, non, je suis philosophe. Vous comprenez que j'aborde des juridiques, j'aborde des psychologies, parce que c'est ça même le propre de la philosophie, capable de réfléchir sur la totalité du réel. Et vous êtes également coordonnateur de l'ASBEL Cercle Axiologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe au deuxième dossier, politique, une fois de plus, avec M. André Famba. Lui, il est coordonnateur de Asso Fachi à Lubumbashi.